la grande conférence de presse de Cassis. Après donc la conférence de presse de Cassis, une zone de réflexion et de mobilisation. À la suite de la conférence de presse organisée par le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire Cassis aux États-Unis d'Amérique ce jeudi 29 mai 2025 au National Press Club à Washington, D.C., les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Cet événement tenu donc dans un contexte de tension croissante à l'approche d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire a rassemblé donc des leaders de la diaspora, des représentants d'organisations partenaires, ainsi que donc des journalistes nationaux. La conférence a permis donc de dresser donc un diagnostic lucide de la situation politique, sociale et sécuritaire du pays, tout en formulant donc des propositions concrètes pour garantir une élection libre, équitable et apaisée en 2025. Les messages adressés donc au gouvernement ivoirien, à la diaspora et aux partenaires internationaux ont été reçus avec beaucoup d'attention et de gravité et d'intérêt. Docteur Eric Edi, bonjour. Bonjour. Et merci pour cette conférence. Je vous en prie. Alors, pour la population ivoirienne ou bien les francophones, quel est le résumé que vous pouvez faire de la conférence d'aujourd'hui? Merci. D'abord, c'est remercier tous ceux qui sont arrivés, remercier tous ceux qui ont de l'intérêt pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, ce que nous avons essayé de présenter aujourd'hui, c'est de dire que les élections de 2025 devraient représenter une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'émuler, par exemple, ce qui s'est passé récemment au Sénégal, au Libéria, au Ghana, où il y a eu des transitions pacifiques de pouvoir d'un président sortant à un autre entrant. Ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu depuis 1990. Malheureusement, nous rendons compte que 2025 devrait être encore une autre occasion pour aller dans ce sens et marquer peut-être notre entrée dans le cercle des pays où les transitions politiques se font de façon pacifique. Nous ne sommes pas allés dans le sens. Donc nous avons essayé de tirer la sonnette d'alarme et identifier environ 5 risques de la paix et 5 risques qui peuvent bien entendu enfreindre à la démocratie et à la paix en Côte d'Ivoire. Le premier gros risque, c'est l'établissement, le fonctionnement et les accomplissements de la commission électorale indépendante. Nous avons identifié ça comme étant vraiment le risque majeur et en le faisant, nous avons d'abord, en regardant d'abord la composition de la commission électorale indépendante, nous avons bien entendu citer les articles qui fondent et ce en quoi cette composition renferme en elle-même les éléments du dysfonctionnement de cette commission électorale et par ricochet du dysfonctionnement du processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous avons regardé aussi les accomplissements. En parlant des accomplissements de la commission électorale, nous ne sommes pas contentés de l'actuelle commission électorale. Nous avons regardé les commissions électorales qui ont existé depuis l'établissement de la première commission pour les élections de 2000. Et on se rend compte que ce soit les élections de 2000, que ce soit les élections de 2010, que ce soit les élections de 2015, que ce soit les élections de 2020, à toute opportunité, il n'y a jamais eu l'unanimité sur la confiance qu'inspire cette commission électorale. Pour nous, c'est un échec. Surtout, et nous avons insisté sur la débâcle de 2010. Ensuite, nous avons regardé la commission électorale actuelle. En regardant l'établissement des listes électorales, l'ordonnance dit et le code des élections dit que l'enrôlement sur les listes électorales doit se faire chaque année. Nous notons aussi avec beaucoup d'acteurs politiques en Côte d'Ivoire que cet enrôlement-là ne se fait pas chaque année. Or, donc c'est une violation de l'esprit et de la lettre de cette loi. Nous avons tiré la sonnette d'alarme là-dessus parce qu'au finish, même si le dernier recensement a eu lieu en 2024, ce que nous avons dit, 1 million de personnes enrôlées d'applications reçues en 30 jours, ça démontre que si effectivement cet enrôlement-là se faisait dans les règles, selon l'esprit et la lettre de l'ordonnance qui régit la loi électorale, nous serions en train d'arriver à une population électorale qui reflète quand même la géographie humaine de la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons parlé de la question de l'audit des listes. Pour faire écho un peu à ce que la population ivoirienne, comment je vais dire,
l'ensemble des partis de l'opposition en Côte d'Ivoire, dont ce dont il parle. Donc, voilà un peu le premier risque. Le deuxième risque que nous avons, ou bien les autres risques que nous avons identifiés, c'est les risques sécuritaires. C'est la question de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Parce qu'une population qui est pauvre est facilement influençable. Nous avons aussi tiré la sonnette sur l'utilisation de ce que j'appelle l'argent sale. Et comment est-ce que, vous voyez, les hommes politiques peuvent utiliser donc les fonds qui quelquefois sont obtenus de la manière dont vous connaissez, qu'on injecte dans les élections. Voilà ce dont nous avons parlé. En parlant du contexte sécuritaire, bien entendu, nous avons fait référence à l'indice de paix du Global Peace Index qui montre que la Côte d'Ivoire a un score de 2,25 sur 5, ce qui montre que les conditions normalement devraient être réunies pour organiser une élection paisible. Cependant, nous doutons de la volonté du régime en place de effectivement amener et conduire la Côte d'Ivoire à des élections pacifiques. Ayant résumé donc tous ces risques-là, nous avons donné nos propositions. La première proposition, c'est que la Commission électorale indépendante, qui est le premier risque et le risque majeur pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, doit être purement et simplement dissoute. Les raisons, nous les avons déjà expliquées. Deuxièmement, les lois qui établissent cette commission électorale elle-même aussi, parce qu'il faut, on dissout, mais si on établit, on maintient les lois, c'est-à-dire que la prochaine commission va être fondée sur les mêmes lois et les mêmes ordonnances de composition pour nous amener vers les mêmes problèmes. Donc cependant, il faut, partant de cela, il faut enlever cela. Nous avons demandé que la prochaine commission électorale pour les élections qui sont proches doit ne plus contenir et bien être composée de représentants des partis au pouvoir, de représentants des partis d'opposition, ou bien ça doit être des éléments réellement neutres. Ensuite, nous avons sévèrement critiqué l'idée d'une autre candidature de M. Alassane Dramane. Justement, ça va être la question que j'allais vous poser alors. Nous avons vertement critiqué ça, parce que pour nous, en parlant de ça, nous avons regardé d'abord la question de la participation, de l'inclusion ou bien de l'exclusion d'un certain nombre de positions. Nous notons que par l'utilisation de décisions de justice assez questionnables, un certain nombre de leaders qui représentent des populations entières ou bien une proportion importante de l'électorat, ces leaders-là sont exclus. Nous trouvons que ça, c'est un danger quand on se souvient de ce que les questions d'exclusion ont apporté à la Côte d'Ivoire. Mais en même temps aussi que nous regardons ça, nous pensons que une candidature de M. Alassane Dramane Ouattara serait aussi inconstitutionnel que le mandat qu'il est en train de terminer maintenant. Nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme encore une fois et informer l'opinion à la fois nationale et internationale que cette question, ou alors, comment vous l'appelez, cette expression de énième mandat d'une nouvelle république, c'est, permettez-moi mon langage, du pipeau. Et c'est quelque chose qui ne construit pas et ne consolide pas donc la démocratie. Voilà l'essentiel du message que nous avons voulu passer. La toute dernière question. Je vous en prie. Après le National Press Club, est-ce que vous avez l'intention de porter ce combat devant les députés américains, devant le Congrès, pourquoi pas même à la Maison-Blanche? Ça, c'est sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, lors de la conférence de presse, que même avant le début de cette conférence, j'ai croisé dans le hall du National Press Club une personnalité américaine que j'avais connue, enfin croisée par le passé, à qui j'ai dit, il nous faut parler de la Côte d'Ivoire. Cette personne a dit oui, et donc nous avons échangé nos numéros, nous avons pris rendez-vous pour le faire. C'est pour vous dire que ce sont des actions que le CACI a menées par le passé, et il est plus que temps maintenant, avec une nouvelle administration aux États-Unis qui s'est mise en place, et un nouveau congrès, une nouvelle chambre basse, et chambre haute et tout ça, bien entendu, nous sommes prêts à engager. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à prendre des dispositions avec des camarades représentants d'autres partis, du PDCI, du MGC et tout ça, pour commencer ce genre de choses. Donc oui, et oui, et oui, ce sera fait. Merci beaucoup, Dr. Ekeye. Je vous en prie, et c'est moi qui vous remercie encore une fois, Jacques Roger, d'être venu. Nous avons découvert, nous connaissons l'audience que Jacques Roger Show a aujourd'hui, et grâce à vous, beaucoup d'internautes ont pu suivre cette conférence de presse aussi à travers le monde. Donc on vous dit merci. Et vous savez, la presse, comme le disait Feu le président, je pense bien, Alpha Oumar Konaré du Mali, aux premières heures donc, de ce retour au multipartisme, disait qu'une démocratie ne peut pas prospérer sans la presse,
tout comme une presse indépendante ne peut pas elle aussi prospérer sans une démocratie. Donc il y a un cordon ombilical et je crois que vous jouez un rôle très grand, un rôle époustouflant et je continue de vous encourager et à toutes les occasions, le CACI se fera fort de vous inviter pour couvrir ces événements. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi, Dr. Ekedi. Toute la confiance, s'il vous plaît. Oui, bonjour chef, présentez-vous et pourquoi? Moi c'est Julien Sier, je suis de la communauté Ouai. Je suis venu à cette conférence-là, vraiment dire un mot pour lancer un appel à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Parce que moi je viens de Dioké, un petit village de la Côte d'Ivoire, où pendant les élections de 2010, on a eu beaucoup de victimes, près de 1000 morts en un seul jour. Et nous qui sommes à l'étranger, nous ne faisons que dépenser de l'argent. Cette fois-ci, nous souhaitons vraiment la paix à la Côte d'Ivoire, que les élections se passent bien et que les autorités de la Côte d'Ivoire aussi mettent leurs balles à terre, la commission électorale met leurs balles à terre pour que les Ivoiriens vraiment vivent dans la paix. Et que trop c'est vraiment c'est trop. Trop c'est trop, nous avons vraiment assez. Et nous leur souhaitons vraiment que la paix revienne à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette réunion aujourd'hui, disons ce meeting? Oh oui, déjà c'est une action qui a salué. D'abord, présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Voilà, oui, donc c'est Oswald Yao, délégué du PDCI à Washington DC, représentant du président du PDCI en Amérique du Nord. Donc, c'était évident qu'on participe à cette conférence de presse. Le comité organise régulièrement ce genre d'activité pour pouvoir éveiller les consciences des Ivoiriens de la diaspora et même de l'Afrique. Donc c'était important d'y participer. Le PDCI-RDA a toujours été associé donc, au comité d'action pour la Côte d'Ivoire et donc c'était vraiment évident qu'on participe, surtout par rapport aux sujets qui ont été débattus, notamment le processus électoral qui ferait craindre le pire. Donc tout ce qui a été dit, véritablement le PDCI-RDA, l'opposition dans son entièreté, soutient ce qui a été dit, notamment la révision électorale en 2025, l'audit de la liste électorale, et puis même les élections inclusives. Donc voilà, nous soutenons tous ces sujets-là, et surtout nous voulons que la loi retourne en Côte d'Ivoire, donc qu'il y ait le respect de la loi, de la Constitution, pour que les Ivoiriens vivent mieux. Donc c'est le message principal que nous avons et pour lequel nous participons à toutes les actions. Donc du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Alors, je ne peux pas vous laisser partir en tant que représentant donc, du PDCI-RDA. Le président Thiam, apparemment, sera ou bien exclu actuellement de la liste électorale. Que comptez-vous faire pour que justice soit faite? C'est une très bonne question et ça nous amène à apporter la réponse suivante. Le PDCI-RDA ne mène pas une lutte pour une personne. Le PDCI-RDA mène une lutte pour le peuple ivoirien. Donc nous voulons simplement que la loi soit respectée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le combat du président Tidjane Thiam que nous menons. Nous menons la lutte pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité et que plus jamais personne ne soit exclu de façon injuste de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est véritablement ça la lutte. Concernant le PDCI-RDA, nous avons désigné à plus de 99,77% le président Tidjane Thiam avec un taux de participation à près de 94%. C'est-à-dire que le PDCI-RDA, dans son entier, supporte son président et son candidat. Maintenant, après, nous allons mener toutes les actions comme le comité d'action, en dehors des âmes, toutes les actions que nous offre la Constitution pour pouvoir imposer donc que la justice soit faite en Côte d'Ivoire. Rapidement, M. Billon demande une nouvelle convention. Est-ce que c'est d'actualité? Il revient au bureau politique de prendre ce genre de décision. Le bureau politique de prendre ce genre de décision. Le président a été élu, après avoir remis sa présidence, il a été élu à nouveau. Je pense que le bureau politique travaille pour pouvoir poursuivre dans toutes les actions pour que le PDCI fonctionne correctement. Merci beaucoup, M. Sossen. Ok, merci. Monsieur Sossen Kofi, bonjour. Bonjour, Alors, M. Jacques Roger. Que retenez-vous de ce meeting aujourd'hui? Bon, je retiens qu'il y a des Ivoiriens qui se préoccupent de la vie de leurs concitoyens, quelle que soit la distance qui les sépare. Et le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, qui est CACI, est un mouvement qui existe depuis plus de, je dirais, 10 ans. Et ils ont toujours été consistants. Et ce qui m'épate chez eux, c'est qu'ils présentent le problème comme il est. Et moi, en tant que responsable de CRAPA PDC, qui est un mouvement de think tank
qui supporte et fait des réflexions pour les actions du PDCI-RDA, représenté par Roger Loué qui vit en Angleterre. Je suis le responsable ici aux États-Unis. Nous avons toujours fait la promotion de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est chercher à comprendre. Et quand il y a des mouvements comme ça qui organisent des choses sur la démocratie à la veille des élections en Côte d'Ivoire, je pense que le président Roger Loué a bien fait de me permettre de venir participer pour que, bon, ensemble, on s'en sert pour la réflexion pour notre parti. Voilà un peu ce qui m'a envoyé ici. Ce que je peux retenir, c'est que le conférencier nous a amené à réfléchir tous sur la situation catastrophique en Côte d'Ivoire, surtout à la veille des élections. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant le point clé de ce que j'ai dit. Alors je vais vous retourner la question que vous avez posée au conférencier. Comment expliquez-vous ce silence de la population ivoirienne et surtout de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas que la communauté internationale ne soit pas informée. Je pense que cette communauté internationale est dans un nouveau contexte. Donc les habitudes ou bien les pratiques qu'ils utilisaient il y a, disons, 10 ans, ils ne le font plus. C'est par d'autres canaux. Comme le conférencier vous l'a souligné, on a rencontré des gens qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais je pense personnellement, c'est ce que je pense, et puis je peux être en train. Je crois que c'est nos acteurs internes qui font que la communauté internationale ne prend pas position. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que il n'y a pas de cohésion à l'opposition. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohésion. Hein. Quand par exemple vous rentrez dans un bureau pour aller expliquer le problème de la Côte d'Ivoire, que vous sortez, qu'un autre Ivoirien rentre là-bas pour parler la même chose, ils vous regardent mais vous disent mais qu'est-ce qui se passe là-bas, vous ça ne va pas. Donc voilà un peu, hein, mais tenez-vous bien, c'est pas qu'ils font la sourde oreille. Ils sont très préoccupés par la situation en Côte d'Ivoire. Mais ils n'en parlent pas parce qu'ils se disent encore qu'il y a des chances. Et puis c'est surtout à l'opposition qui regarde, je pense. C'est ce que je pense. Je peux être un truc. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne sont pas... ça ne les intéresse pas. Le contexte a changé. Et puis eux aussi, ils ont changé de manière d'approcher les problèmes. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci beaucoup. Merci. Cette conférence marque donc une étape importante de la mobilisation citoyenne pour une Côte d'Ivoire apaisée et démocratique. Les jours à venir seront décisifs pour transformer ce talent en action concrète sur le terrain comme dans les chancelleries.